Bonjour et bonjour. Aujourd'hui, alors, après la fin de ma séance de sport individuel, donc je rentre là et j'avais envie de donner mon point de vue sur la finale NBA qui va commencer, je crois, la nuit de mercredi à jeudi. Donc, entre les Spurs de San Antonio, d'accord, et les New York Knicks. Alors, déjà, je n'ai pas de parti pris, d'accord, puisque moi, à la base, généralement, alors ça fait depuis 20 ans quasiment, plus de 20 ans que je regarde la NBA. Disons que je suis beaucoup plus à l'ancienne, mais comme j'aime beaucoup ce sport et que je le pratique aujourd'hui de manière routinière, juste par envie, d'accord, j'aime toujours suivre ce qui se passe outre-Atlantique. Et concernant la finale donc de NBA, mon pronostic, bien sûr qu'une finale reste toujours très serrée. C'est une finale, il ne faut pas l'oublier, d'accord? Mais je donnerai une petite avance quand même aux Spurs. Pourquoi? Parce qu'on le voit très bien et on le sait. Voilà, pour ceux qui regardent ne serait-ce que les matchs, je dis bien regarder les matchs, pas juste les highlights, d'accord? La conférence Ouest est un tout petit peu supérieure par rapport à l'Est. Bon, ça, je pense que c'est assez évident. Et donc de là aussi, comme donc ça c'est juste une constatation toute évidente. Hein. Et donc de là, avec la motivation aujourd'hui et le parcours qu'ont eu les young players, les young bloods des Spurs, je pense que ces gamins, s'ils sont vraiment concentrés dans leur jeu, dans leur rigueur, surtout les pertes de balles, d'accord, De'Aaron Fox par exemple, Stephen Castle par exemple, ok. S'il n'y a pas cette fougue-là parfois qui leur joue du tout, je pense que cette année, ils peuvent le prendre. Et Wemby serait à 22 ans, hein. On ne se rend pas compte, mais Victor Wembanyama, c'est vraiment un phénomène, je pense qu'on ne réalise pas encore. Je pense que tant que ce gamin aura une bonne santé, et déjà, si les projections, d'ici 3 à 4 ans, il risque, je précise bien, d'ici 3 à 4 ans, s'il continue dans cette lancée-là et s'il ne se blesse pas, il risque d'y entrer dans la discussion du prochain GOAT. Je sais. Je vais me lâcher une bombe en fait. En tout cas, dans le débat, ok, on va rester plutôt très mesuré, même si pour moi, j'ai toujours dit, le GOAT, ça restera toujours MJ, d'accord, LeBron, etc., Kobe, bref, c'est très bien en termes de longévité par rapport à LeBron, ce que LeBron a fait pour la NBA, parce que c'est pas parce qu'on aime MJ qu'il faut dénigrer LeBron, non. Mais disons que pour revenir à la finale de cette année, je donnerai une petite légère avance. Je dis bien légère avance parce que ça reste une finale, d'accord? Une finale, c'est une finale. Et surtout, d'autant plus une finale NBA. Donc là, typiquement, chez les Knicks, Jalen Brunson, Karl Anthony Towns, bref, je pense que ces gars-là sont mieux préparés puisqu'ils sont beaucoup plus matures, je dirais, pour affronter les jeunes de San Antonio. Mais ce qui va aussi aider les Spurs, c'est le collectif, l'organisation. Ça, on n'en parle pas aussi beaucoup plus dans les médias ou auprès des personnes qui pratiquent du basket en France, je dirais, ou dans des équipes pas très matures entre guillemets. C'est qu'aux États-Unis, pour avoir des connaissances beaucoup plus sur le basket américain, c'est qu'aux États-Unis, le basket est vraiment pris au sérieux. Le basket n'est pas pris vraiment comme un sport de seconde catégorie par rapport à la France. Bon, ça c'est évident, hein, c'est assez facile à comprendre. Donc, aux États-Unis, par exemple, depuis
le lycée, le collège, high school, etc., des gamins sont vraiment préparés à affronter ce genre d'événements tels que la finale NBA ou les finales de conférence Ouest. Et donc on les prépare déjà à avoir un mental de fer. Ou particulièrement, un peu de moins en moins en France, mais généralement on considère que les joueurs européens ne sont pas assez forts mentalement. Et Tony Parker en a souffert. Il n'est pas le seul, mais je cite son nom parce qu'il a été justement un des Européens français à avoir subi en fait ce regard négatif de la part des Américains sur les joueurs non américains et particulièrement européens. Et donc, ce que je m'apprête à... Ce sur quoi j'insiste vraiment, c'est le fait que on a justement, donc ça c'était le regard qui est perdu quand même un petit peu, même si ça devient de moins en moins vrai. Parce qu'aujourd'hui on voit bien que des gamins tels que Victor Wembanyama ou des clients de Mbappé, hein, si on prend la nature du football, pour juste sur cette partie de mental en fait, que ces gamins-là aussi ont été plongés dans la culture américaine, la culture, on va dire, influencée par la culture, voilà, des réseaux sociaux, et donc sont aujourd'hui en relation avec des coachs qui les préparent mentalement sur des moments difficiles ou vraiment des situations où le joueur va se retrouver à performer, à apporter réellement quelque chose de grandiose, à être présent, show-ups, d'accord? Et ça, donc, Victor Wembanyama, Wemby, je pense que ce gamin, il a une avance en termes de précocité, d'accord? Et la seule différence pour moi, ce qui va vraiment créer le game changer dans cette finale NBA, ce sera la maturité, la jeunesse et la discipline. Voilà. Ce sont les facteurs qui vont réellement décider de qui va l'emporter. Et même si je donne une petite avance aux Spurs de San Antonio, New York, ça fait longtemps qu'ils n'ont pas joué de finale NBA. Et cette année, c'est une occasion rêvée, l'une des occasions, si ce n'est réellement quasiment encore une seule occasion, parce que si New York rate ça cette année, ça va être très très difficile dans les années à venir de se représenter, d'atteindre ce niveau-là. Les Spurs, même s'ils ne prennent pas cette année, on voit bien que dans 2-3 ans, allez, maximum 4-5 ans, c'est ceux qui vont les prendre parce qu'ils sont très jeunes, donc ils ont la jeunesse pour eux, et ils ont le talent. Et la maturité viendra forcément avec le temps. Donc New York a intérêt à jouer réellement cette finale à fond. La balle est du côté de New York pour vraiment se montrer et mériter cette finale jusqu'au bout. C'est pourquoi je dis que même si les Spurs sont jeunes, même s'il y a un peu moins de rigueur de par la jeunesse, toujours est-il que cette finale, ça reste une finale NBA. Et en plus, bien sûr que j'aimerais une finale qui va jusqu'au Game 7. Je pense que pour tout amateur de basket, on aime toujours le Game 7. D'accord? Bon, la NBA aussi, parce que c'est aussi une question de business, mais bon, si on n'entre pas dans le côté un peu complotiste, etc., ou qui fait que la NBA parfois aime prolonger les séries, toujours est-il que voir un Game 7, ça ferait plaisir. Donc voilà mon analyse de manière globale sur cette finale NBA qui arrive, qui approche. Et surtout aussi qu'en termes de fraîcheur dans les jambes, New York a eu le temps de se reposer. Bon, je pense que ça ne va pas changer grand-chose parce que ce sont tous des pros. Et donc ils ont cette capacité, ils savent faire des recoveries, des
des récupérations assez rapides pour être prêt. Et donc, bon, ça peut jouer, d'accord, mais c'est pas un facteur réellement déterminant. Quoi d'autre plus que je pourrais ajouter? Donc l'espace aussi, donc, pour continuer, c'est que c'est une organisation. Et on voit bien que, à la différence d'autres clubs tels que les Sixers, enfin bref, Oklahoma. Alors, Oklahoma aussi, bien sûr, a quand même su se relever. Hein. C'était pas facile hein, de jouer contre les Spurs de la manière dont ils ont joué là. SGA était un peu seul sur cette série. Voilà, il a été un peu abandonné par certains de ses coéquipiers, dont un en particulier, dont on ne citera pas le nom, parce que mettre, je crois, 4 points, c'est ça. Hein. Chet Holmgren, il a mis 4 points hein, au Game 7, quelque chose comme ça. Ça, c'est inadmissible pour un Game 7. Donc, de toute façon, Oklahoma est encore là pour l'année prochaine. Donc, en termes d'organisation, les Spurs, c'est une vraie organisation et ils l'ont démontré. Et bizarrement, ils ont toujours cette chance d'avoir des big men, des pivots dominants ou des joueurs, des choix de draft assez polyvalents en termes de postes. Bon voilà, on va pas citer Tim Duncan évidemment. Et puis le général, l'admiral avant lui. Mais disons que les Spurs, bizarrement, ils ont toujours eu cette chance-là. Enfin, je sais pas, mais donc ce qui fait que ça fait quoi 2014, la dernière finale remportée par les Spurs, il me semble, pour 2014. Dites en commentaire, je pense que c'est 2014 contre Miami. Mais voilà. Le fait est que cette organisation a prouvé que le basket se joue en fait sur de la discipline, au-delà de l'aspect sportif du talent sur le terrain. Il faut de la rigueur, de la discipline. Contrairement justement à certaines franchises de l'Est surtout, ou de l'Ouest également. Hein. Quand vous prenez les Suns, les Sixers, ouais, je trouve que Washington, je trouve que c'est pas assez bien géré. Voilà, ce sont des clubs, c'est juste en fait de la figuration en playoff. Donc c'est vraiment les Sixers avec Joel Embiid qui m'ont réellement déçu, très très déçu. Un sweep par les Knicks 4-0 dans une série en playoff, même si vous avez battu les Celtics. En plus, les Celtics n'étaient pas tous au complet. Et Tatum était blessé. Prendre 4-0 en playoff, c'est humiliant. Voilà. LeBron également, il en a subi, hein, 2007 aussi. Hein. Donc, l'organisation, c'est ce qui sauve en fait la franchise lorsque, par exemple, l'équipe ne va pas très bien. Et aux Lakers, par exemple, on voit bien que le vrai problème des Lakers, c'est pas le coach. Certains vont dire que c'est le coach, etc. C'est pas vraiment le coach en fait. C'est l'organisation pour moi. Il n'y a pas... il y a tout à revoir en fait. Voilà, il y a tout à revoir en termes de compatibilité, en termes d'effort. Lucas, LeBron, bref, il y a vraiment il va falloir repenser les Lakers. Est-ce que LeBron, voilà, dans 2 ou 3 ans, est-ce qu'il continue? Est-ce qu'il reste? Qui viendra? Les prochains choix des drafts? Les Lakers? Et surtout pour le débat du GOAT. Alors, je ne sais pas si LeBron recherche une 5e bague
Alors, ça va être très difficile de rattraper le GOAT, le MD, 6 rings, ok? Mais toujours-il que c'est pas les cases, en tout cas pour l'instant que je vois LeBron prendre une autre bague. En tout cas, c'est mal parti pour l'instant, surtout à l'ouest, avec Denver et Timberwolves. Ouais, ça va être très compliqué. Hein. Et l'année prochaine, ça annonce aussi très très difficile avec d'autres young players qui arrivent. Mais pour revenir à la finale de cette année, les Spurs, pour moi, ouais, ça sera vraiment grandiose hein, pour nous ici en France, de voir un gamin, 22 ans, Victor Wembanyama, remporter son premier titre NBA à 22 ans. C'est très précoce. Voilà. Et ça, je pense que les gens ne réalisent pas encore ce que ce gamin est en train de faire. Il n'est pas juste grand de taille. C'est même pas sa taille que je regarde. Parce que la plupart des personnes qui regardent le basket ou qui ne comprennent pas réellement le basket, c'est que pour cette taille-là, ce qu'ils réalisent, ça n'a jamais été vu. Ça n'a jamais été vu. Pour ceux qui ont pu pratiquer du basket, vous le savez très bien. Alors, c'est vrai que oui, avec le temps, il va s'améliorer. Pour l'instant, il commet encore beaucoup d'erreurs. Parfois, c'est normal. Il a du temps. Il va s'améliorer, ça c'est sûr. Voilà. Rester un peu plus dans la raquette, dans le périmètre comme Tim Duncan. Et moins shooter à 3 points. Même s'il peut shooter à 3 points, c'est pas un souci. Ça, c'est aussi une pression du basket moderne que je n'aime pas. À cause de Curry et Klay Thompson, des Warriors, qui ont monté la tête des gamins en faisant croire que le basket c'était uniquement des shoots à 3 points. Aujourd'hui, vous prenez des gamins qui arrivent sur un playground, le gamin il ne sait même pas shooter un mid-range ou un lay-up, ou faire un lay-up facile. La seule chose qui le préoccupe, c'est de prendre la balle et d'aller se mettre à 3 points ou quasiment voir au milieu du terrain, sur la ligne du logo, et lancer la balle comme des bricks. Et ça, bon, de temps en temps, ils en mettent 1 sur 20. Mais c'est terrible en fait en termes de statistiques. Parce qu'ils ne se rendent pas compte. Généralement, bien sûr, c'est juste, ça se limite juste au playground. Parce que si vous jouez en club, en match, le coach, on vous met dehors tout de suite. Hein. Voilà. Vous faites ça 1-2 fois, c'est fini. Voilà. Une fois, ok, mais 2 fois, par mois et dehors. Voilà. Mais c'est terrible parce que ça donne une mauvaise habitude. Et comme je le disais tout à l'heure, c'est que avant d'y arriver à ce niveau-là, il faut pratiquer de manière énorme, de manière intensive. Et le travail de manière intensive, de manière disciplinée, perpétuelle, de manière continue, ça, c'est pas quelque chose que ces gamins-là, aujourd'hui, sont empreints dans dans ce sport comme le basket, par exemple. Je vais vous donner un exemple très, très parlant. 2014, donc les Spurs gagnent contre Miami, mais avant, donc 2013, finale Miami-San Antonio, où Ray Allen, alors 2013, hein, oui, mettez en commentaire, mais je pense que c'est 2013, la finale contre les Spurs, où Ray Allen réussit à mettre un panier à 3 points sur la tête de Tony Parker, après avoir pris un rebond renvoyé par Chris Bosh. Il y a une scène, donc si vous regardez la vidéo plusieurs fois, il y a une scène particulière dans cette séquence-là, c'est que au moment où Chris Bosh récupère la balle, bon, Tim Duncan était déjà justement parce que il restait plus du temps en fait. Et les Spurs étaient en avance et Popovich, en toute logique, avait fait sortir Tim Duncan parce que voilà, le match était terminé en fait.
les Spurs étaient quasiment champions. Et d'ailleurs, même Tony Parker, il le raconte, enfin, ça se voit aussi dans la vidéo. Si vous avez regardé le match, moi je me rappelle, j'étais dans ma chambre étudiante à ce moment-là. Vous voyez bien qu'on préparait déjà le terrain pour donner le trophée aux Spurs. Donc Tim Duncan était sorti et Chris Bosh le récupère le rebond sur la tête de Tony Parker et puis renvoie la balle à Ray Allen qui se trouve juste sur son spot favori. Et avant que Ray Allen ne prenne le shoot, sur le banc de Miami, justement dans cette séquence-là, il y a un des joueurs de Miami à l'époque, Norris Cole, qui jouait, je crois, en tant que meneur, effectivement, ouais, pour le Heat, qui commençait déjà à sauter. Enfin, il sautait, dès qu'il a vu Ray Allen en train de récupérer la balle pour prendre le shoot, il était déjà en train de jubiler. Pourquoi? Parce que il était convaincu que Ray Allen allait mettre ce panier. Et quand on lui avait posé la question, mais pourquoi tu sautais déjà alors que même la balle n'était pas encore entrée? Qu'est-ce qu'il a dit? Il a simplement dit que il le savait parce que Ray Allen, aux entraînements, ce genre de shoot là, il prenait quasiment plus de 1000 shoots comme ça par jour. 1000 shoots par jour sur le même spot. Same spot, same result. Ok? C'est-à-dire que ce sont des machines en fait ces gars-là. Vous prenez un gars comme Curry, Klay Thompson, Ray Allen, Reggie Miller. Bon, je prends les tireurs à longue distance. Ce qu'on ne vous montre pas et ce qu'on ne vous dit pas ou ce dont vous n'avez pas conscience, c'est que les shoots qu'ils prennent en match, aux entraînements, ils les prennent fois 1000. Et ils les mettent quasiment plus de 50% ou s'en approche en termes de pourcentage. Et c'est pourquoi, donc, en match, ils sont si confiants de prendre ces shoots comme ça, à si longue distance et de les mettre. Mais vous voyez juste le résultat en match, parce qu'évidemment, on n'est pas aux entraînements avec eux au quotidien, que ce soit dans les séances individuelles ou collectives. Mais ces gars-là, ce sont des machines. Et en tant que machines, en fait, ils sont réglés. Et Michael Jordan, en fait, pour ceux qui ont connu Michael Jordan à travers juste le documentaire The Last Dance, mais un peu à l'ancienne, moi, Jordan, enfin, les Bulls depuis à l'époque avec Phil Jackson. Et d'ailleurs, il y a un très bon bouquin d'ailleurs qu'a écrit un de ses préparateurs physiques et coach personnel, Tim Grover, où il faisait étalage de la manière dont il travaillait avec Michael Jordan. Ce sont des nettoyeurs, comme il le dit dans son bouquin. Donc en tant que nettoyeur, ce sont des gars qui sont préparés à être performants dans n'importe quelle situation. Et pour en arriver, ils sont prêts à tout faire dans l'ombre. Et les matchs en NBA, en saison régulière ou en playoff, ce n'est que le résultat, la conséquence d'un travail acharné, d'un travail si violent, d'accord, parce que vous allez vous briser les genoux. Aujourd'hui, j'en ai plus quasiment de genou gauche. Vous allez vous briser les genoux. Vous allez vous lever à 5 heures, courir, vous entraîner 2-3 fois par jour quasiment, avoir une diététique assez millimétrée, un corps sculpté. Et la conséquence de jouer un match, cela va se répercuter forcément. Et les gens penseront que vous êtes un génie, même si vous l'êtes en soi réellement, mais ce que les gens se diront, c'est que c'est assez facile pour vous, alors que ce n'a pas été le cas. Alors, voilà ce que je voulais vous dire de manière globale, juste pour insister sur le fait qu'il n'y a pas de magie. Si vous prenez ces gars-là,
des Curry, des Jordan. Enfin bref, des gars qui ont vraiment marqué un aspect de la discipline ou apporté quelque chose de si spécial. C'est parce que ces gars-là ont dû travailler à fond. Et même si vous voyez par exemple d'autres personnes qui également avaient le même talent, généralement vous allez voir que sans la discipline à fond, le talent ne va pas aller si loin. Prenez un gars comme Iverson, d'accord? On peut rien dire sur lui en termes de talent, d'accord? Un pur talent qui a vraiment marqué le basket pour toujours, d'accord? Mais on voit bien que la discipline n'y était pas, la rigueur n'y était pas. Alors, sans doute pour plusieurs raisons, évidemment, parce que pour connaître bien son histoire, c'est quelqu'un qui a failli finir en prison pour toute sa vie, d'accord? Comme bon nombre de Noirs américains, où l'enfance n'a pas été si facile. Bon, bref, pour revenir sur l'aspect du basket purement, c'est que le talent seul ne suffit pas, la discipline, la rigueur, ça vous sauve, ça vous permet d'avoir quand même un niveau qui vous sauvera jusqu'au bout de votre carrière et qui vous maintiendra dans une forme relative assez correcte. Voilà ce que je pouvais dire de manière globale. Donc, restez concentrés et on se retrouve à la prochaine et peut-être après le match 1 et je vous donnerai la suite de mon pronostic de comment je vois la suite de la série entre les Spurs de San Antonio et les New York Knicks. New York Knicks, ça va être chaud. Ça va être très très chaud vraiment. Voilà. Merci les amis, au revoir.